Cette vidéo est sponsorisée par Panda Crab, c'est des kits éducatifs pour enfants. Regardez, il y a un thème mythologie. Est-ce que ça tombe pas super bien vu qu'on est sur une chaîne d'histoire et qu'en plus on va parler de la guerre de Troie, hein? Comme c'est bien fait, dites donc, rendez-vous donc en fin de vidéo. Guerre de Troie 1. Guerre de Troie 1. Est-ce que la guerre de Troie a bien eu lieu? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui. Bienvenue dans C'est une autre histoire, je suis Manon Bril, installez-vous confortablement, enfin moi en tout cas je suis confort. Et donc on va répondre à cette question, enfin plus précisément je vais vous expliquer ce que les historiens et les archéologues ils disent sur cette question. Et du coup avant de répondre à ça, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est la guerre de Troie? Alors la guerre de Troie c'est un conflit légendaire au sens figuré déjà parce que il est hyper connu, donc il est légendaire. Mais est-ce qu'il est légendaire au sens propre, donc il n'a pas existé et qu'il est qu'une légende? Eh bien c'est tout le sujet de cette vidéo. Écoutez, ça tombe bien. Pourquoi je crie déjà? Alors pourquoi il est hyper connu ce récit? Eh bien parce que c'est la grande guerre qui est racontée par Homère dans l'Iliade, qui est quand même the classique de la littérature antique, je vous apprends rien. C'est un peu le Harry Potter de l'époque quoi. C'est un peu le Harry Potter de l'époque si tu veux. Peut-être plus genre un gros Marvel. Avec plein de héros, tu vois. Le Squid Game, non. Le Minotaur, ça serait Squid Game. Bref, je vous apprends rien, mais je préfère vous redonner les bases. On sait jamais, car vous n'avez pas les bases. Petite ref à Orelsan, c'est aussi des mots-clés du moment pour le Rich. La tête désespérée de Pat. T'as pas osé. Alors déjà, l'Iliade, ça vient de Ilion, qui est juste un autre nom de la ville de Troie. Voilà. Et donc l'Iliade, ça raconte l'histoire d'un conflit qui aurait duré 10 ans et qui oppose la cité de Troie d'un côté à des cités grecques qui se sont coalisées comme Mycène, Sparte, Ithaque, etc. Et ça, c'est le camp qu'on appelle généralement les Achéens, les Mycéniens, parfois les Grecs tout court aussi. Et pourquoi Troie est-elle assiégée par les Achéens? Eh bien, dans l'histoire d'Homère, c'est parce que le prince de Troie, Paris, il a enlevé la femme du roi de Sparte pour l'épouser. Du coup, roi de Sparte pas content, il rassemble tous ses copains grecs pour aller faire la guerre à Troie et récupérer sa go. Ça se finit par la défaite de Troie qui est rasée. Terminalo, c'est ciao. Et dans l'histoire d'Homère, il y a aussi l'implication des dieux. Donc déjà, c'est eux qui sont à l'origine de la guerre, parce que c'est Aphrodite qui a donné Hélène à Paris. Tout ça pour une sombre question de concours de beauté, je vous refais pas tout, mais résumé comme ça, c'est encore plus puéril, donc c'est rigolo. Et puis il y a une vidéo à ce sujet aussi. Et puis en plus, on l'a déjà fait. Alors, tu vois le tableau, alors écoutez, c'est bon quoi, allez réviser, hein. Je vous mets le lien. Ça y est, je commence à engueuler les gens. Je sais pas si elle a bien vieilli en tout cas cette vidéo. Celle-là, elle a peut-être pas bien vieilli, hein. Celle-là, elle date, hein. Le son, il doit pas être ouf. Ça reprend encore? J'en sais rien. Premier, tu vois le tableau. Les dieux sont aussi divisés en deux camps dans cette guerre, ils prennent part à la bataille. Bref, le récit d'Homère contient beaucoup de fantastique, et évidemment personne ne considère que ça s'est passé comme ça au pied de la lettre. Passer au pied de la lettre, ça veut rien dire, vous avez compris. Et dès l'Antiquité, on remet ça en cause. Mais depuis toujours, on se demande s'il a été inspiré par une vraie guerre qui a bel et bien eu lieu. Et pour répondre à ça, les spécialistes disposent de 3 grandes pistes de réflexion. 1. L'analyse des sources littéraires. 2. L'analyse des sources archéologiques. Et 3. L'analyse de la géopolitique de l'époque. Et en combinant tout ça, on essaye de voir s'il y a des choses qui collent les unes avec les autres et qui peuvent nous faire dire que oui, ça a bien eu lieu, et si oui, où et quand. Donc on commence avec la littérature. Et là, on va se faire un petit changement de cadre comme toi-même tu t'y attendais. 3, 2... Bon donc, the source qui parle de l'Iliade, vous aurez compris, c'est Homère. Alors c'est qui le type déjà? Ce serait un Aède, donc un poète spécialisé dans les épopées, qui aurait vécu à la fin du 8e siècle, début du 7e siècle avant notre ère. Et donc c'est lui qui aurait composé ce grand poème que constitue le récit de la guerre de Troie, ainsi que le récit du retour d'Ulysse de la guerre, donc l'Odyssée. Ensuite, la version qu'on a aujourd'hui de ces textes, elle date d'un peu plus tard, elle date du 6e siècle avant notre ère, donc ça serait pas directement la sienne qui nous est parvenue. Alors en vérité, on n'est pas trop sûr de qui c'était vraiment Homère. Il y a même des chercheurs qui pensent que ça pourrait être plusieurs personnes qui ont fait ce récit. Bref, je vous passe un peu ces débats, mais en tout cas, c'était probablement pas le poète aveugle que la légende un peu fantasmée raconte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Homère, qui qu'il soit, c'est pas lui qui a inventé l'histoire de la guerre de Troie. Il raconte une tradition orale qui date de bien avant lui et qui se transmettait donc à l'oral, ce qui implique bien sûr beaucoup de déformations. Et du coup, c'est un petit peu difficile de savoir quand se passerait exactement l'action. Et les spécialistes estiment que ça serait quelque part entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIIe siècle avant notre ère, donc à l'âge de bronze. Et donc oui, en fait, très longtemps avant la période d'Homère, jusqu'à un demi-millénaire suivant les dates qu'on choisit. Donc en gros, c'est comme si un type se pointait aujourd'hui pour raconter un bail qui s'est passé au XVIe siècle, quoi.
déjà. Et d'ailleurs, ça donne des anachronismes dans le récit d'Homère qui, par exemple, parle de l'incinération d'un des héros. Or, l'incinération, c'est une pratique qui n'existe pas à l'âge de bronze. Donc, un récit de base déjà déformé à l'époque d'Homère et encore plus déformé après, puisque, comme je vous ai déjà dit, nous, c'est pas directement la version d'Homère qu'on a, mais une qui date de 150 ans plus tard à peu près. Et enfin, c'est un poème, donc ça répond aussi à des codes d'écriture, à des contraintes poétiques, narratives, qui corrompent aussi le récit historique de base. Donc c'est un texte qui est très critiqué, et ça dès l'Antiquité, et qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Par ailleurs, il y a eu d'autres récits que l'Iliade qui ont raconté la guerre de Troie, mais aujourd'hui ils sont tous perdus. Il y a même eu des faux, que pendant très longtemps on n'a pas su que c'était des faux jusqu'au 19e siècle. Mais bref, ça prouve que c'est quand même une histoire qui a énormément tourné et qui a vraiment fasciné. Donc en tout cas, juste la littérature, c'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, notamment avec tous les trucs fantastiques, etc., plus les déformations, voilà. Et ça peut bien sûr pas suffire à prouver l'existence de la guerre de Troie. En revanche, on peut essayer de voir si elle colle avec l'archéologie, ou au moins en partie, et voir si on peut en déduire quelque chose. 3-3. 3-4. Alors pour rappel, l'archéologie, c'est une discipline qui se développe à la fin du 18e et au cours du 19e siècle. Et l'Antiquité, c'est super à la mode à ce moment-là, donc ça fait partie des premiers trucs sur lesquels les archéologues se penchent. Et au 19e siècle, le type qui va fouiller à la recherche de Troie, c'est Heinrich Schliemann. Et sa méthode est la suivante, partir du récit d'Homère pour essayer de valider grâce aux fouilles archéologiques. Et ça pose un gros problème, qui plus est une période où la méthode scientifique en est qu'à ses balbutiements, c'est que si t'as très envie de trouver un truc, bah tu vas le trouver. Le biais de confirmation, c'est ça les hététicos là? Vous allez être au taquet dans les commentaires, je pense. Donc le type il se lance dans une recherche acharnée entre 1871 et 1890 pour trouver Troie et tous les sites mythiques qui sont associés au récit d'Homère. Cela dit, aujourd'hui, on est quand même quasi certain que le type il a mis au jour le vrai site de Troie, parce que les campagnes de fouilles qui ont suivi ont validé la véracité de ce site. Donc bien joué Gégé, enfin bien joué Hein. C'est donc le site qu'on appelle aujourd'hui Hisarlik, c'est donc forteresse en turc, et oui, donc c'est en Turquie. Et juste pour préciser, Schliemann, c'est pas le tout premier qui a trouvé le site, il y en a eu d'autres avant, mais en gros c'est lui qui a mené les premières grosses fouilles. Et c'est un site qui encore aujourd'hui est en fouille, donc qui n'a pas livré tous ses secrets. Donc ce site, on pense quasi sûr que c'est ce qui était autrefois la ville de Troie. Ce qui veut pas dire, pour l'instant par ailleurs, qu'il y ait une guerre dessus. Mais a priori, déjà, on a retrouvé la cité. Donc l'exploration du site a montré qu'il a été habité dès 3000 avant notre ère, donc bien avant la date probable de la guerre de Troie, et que c'est très tôt un gros pôle urbain de la région, avec des fortifications, etc. Mais le problème, c'est que notre Gugus de Schliemann, quand il arrive, il se dit « Ah bah c'était il y a très longtemps, donc je vais creuser très profond ». Donc il trouve la vieille ville de Troie, de 3000 ans avant notre ère, mais il pète tout au passage le type. Donc on a perdu plein de trucs. Mais bon, après, d'une manière générale, l'archéologie au 19e siècle, c'est des mauvaises méthodes, donc ça nous a fait perdre plein de trucs, c'est comme ça, voilà, c'est le début de la discipline, faut essuyer les plâtres, et aujourd'hui on n'est pas forcément encore au point sur tout non plus, mais voilà. Donc voilà, en tout cas Schliemann, il est dans son gros kiff de confirmation, donc par exemple, il trouve un trésor, il dit « Waouh, c'est le trésor du roi de Troie », comme si c'était une preuve, il veut donc tout faire coller ce qu'il trouve au livre. Et il a fait ça d'ailleurs pour plein d'autres endroits où il fouille, pas qu'à Troie. Si ça vous intéresse, je vous conseille la super vidéo de Passé sauvage sur ce qu'il a fait à Mycène, donc une des villes qui est coalisée contre Troie. C'est la ville du héros Agamemnon. Clotilde nous parle du masque d'Agamemnon qu'a trouvé Schliemann, et pareil, il fait « Ah, c'est le masque d'Agamemnon », mais en fait... Voilà. Et d'une manière générale d'ailleurs, je vous conseille l'ensemble de cette super série de Clotilde qui creuse le rapport entre mythologie et archéologie. En plus c'est trop stylé, elle est sur le terrain, elle a travaillé avec un illustrateur, Christophe Fournier, qui est trop doué, donc c'est trop beau, bref, allez voir ça. Mais bref, après l'époque de Schliemann, les fouilles ont continué et on a quand même pu trouver des trucs sur les couches supérieures, elle a pas tout pété non plus. Et on a bien des traces dans la cité de dégradation due à un affrontement humain violent au début du XIIe siècle. Et ça colle pas mal avec nos dates estimées pour la guerre de Troie. Et en plus, après ce conflit, on constate une soudaine régression de la culture matérielle, mais par contre quand même le site reste occupé, c'est pas la fin de la cité comme dans l'Iliade. Donc l'archéologie semble confirmer qu'il y a bel et bien eu une ville de Troie et qu'en effet elle a été victime d'un conflit au XIIe siècle. Maintenant par contre, elle peut pas prouver qu'il y a bien eu un Ulysse, un Achille, un Agamemnon, contrairement à ce que ce pauvre Schliemann s'est beaucoup démené à faire. Alors si une guerre a existé, et même si on peut pas prouver en détail l'existence des personnages qui constituent le récit d'Homère, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est bien de cette guerre qui parle, c'est-à-dire est-ce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles la guerre a lieu, est-ce que c'est les mêmes camps qui s'affrontent que dans le récit? Et c'est là où on va se questionner sur la géopopo. On a combien? 5. 3-5.
Est-ce qu'on peut sérieusement penser que c'est pour un enlèvement de meuf qu'une si grosse guerre a eu lieu? Bof. Même pour les anciens dans l'Antiquité, ça paraissait très peu crédible. Ça veut pas pour autant dire que la guerre a pas existé, mais du coup, pour quelle raison a-t-elle existé? Au fait, vous vous êtes abonné? Non mais c'est pas grave, après vous êtes des êtres humains, ça arrive à tout le monde d'oublier. Et voilà, appuyez sur la cloche. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui. Donc c'est quoi les causes de la guerre de Troie? Bah déjà, ça se trouve à un endroit très stratégique. Donc c'est sur le côté oriental du détroit des Dardanelles, rien à voir avec les Schtroumpfs. Et donc c'est un endroit qui permet le contrôle du passage de la mer Égée à la mer Noire. Et ça pourrait aussi être un endroit très stratégique pour le commerce du coup, et donc un endroit très important à contrôler. Depuis une dizaine d'années, il y a une hypothèse qui est en vogue, c'est celle d'un conflit entre les Grecs et les Hittites. Donc les Hittites, c'est la puissance dominante à l'est entre 1700 et 1200 avant notre ère, et qui contrôle un immense territoire, et Troie, qui était tout à l'ouest de ce territoire, en faisait peut-être partie, ou alors éventuellement était dans une relation de suzeraineté avec les Hittites, mais en même temps dans une zone tampon toute proche de la puissance mycénienne grecque à l'ouest. Et comme on sait que les Grecs et les Hittites ils sont tapés dessus au XIIIe siècle dans la région de Troie, bah ça peut coller avec les dates de notre guerre. Et l'autre hypothèse veut que ce soit plutôt des peuples envahisseurs qui viennent de la mer qui ont ravagé la région. On sait qu'il y a des cités grecques et hittites qui ont disparu dans cet endroit vers 1200 avant notre ère et après. Possible que ces envahisseurs de la mer ils aient été des Grecs, puisque donc les Grecs c'est plein de cités différentes, hein, c'est pas comme un gros pays donc ils peuvent s'attaquer entre eux aussi. Et donc possible qu'ils aient attaqué Troie. Mais en vrai on sait pas trop qui c'était ces envahisseurs. C'est pour ça qu'on les appelle très vaguement les peuples de la mer. Mais du coup le déclin général de la région et ses conflits ça peut coller avec notre histoire de guerre de Troie. Et enfin ce qui est intéressant c'est que les enjeux politiques de la guerre de Troie ils sont toujours actuels. Ben oui parce que c'est un héritage très prestigieux. Et par exemple c'est un argument de la Turquie qui possède le site pour mettre en avant ses racines européennes et revendiquer son attachement à l'Europe. Well. Conclusion. Un peu de position. Alors est-ce qu'on peut répondre à cette question de la guerre de Troie a-t-elle existé? Pas directement comme vous avez vu, déçus et choqués. Alors on peut dire qu'il y a bel et bien eu une cité de Troie, qu'elle a en effet mangé des gros conflits entre le XIIIe et le XIIe siècle avant notre ère, et que ces conflits ils l'ont énormément affaibli. Maintenant est-ce que c'est bien de ce conflit que parle ce bon Homère? Pas littéralement, en tout cas ça c'est sûr, vu que lui il parle de Dieu, tout ça je vous refais pas le truc, mais ça exclut pas que ce soit le cas de manière indirecte avec un récit extrêmement déformé par le temps. Cette recherche en vrai, elle est peut-être un peu vaine, elle fait surtout l'objet de beaucoup de fantasmes parce que ça serait hyper la classe de démontrer ça pour une carrière, vous imaginez. Mais elle a permis plein de trucs cool, notamment de beaucoup mieux connaître les civilisations du coin à l'âge de bronze, et on a quand même pu montrer que pas mal d'éléments qu'on trouve dans l'Iliade ont un fondement historique qui a en effet été modifié avec le temps. Et c'est déjà plutôt cool. Hop, ne partez pas, c'est l'heure du placement produit. Si, vous allez être très content que je vous trouve des idées de cadeaux de Noël. Alors voilà, vous avez procréé alors que c'est bientôt la fin du monde et vous voulez essayer de faire au mieux pour votre descendance, qu'il soit éveillé, qu'il soit moins consumériste malgré les vacances de Noël. Eh bien, j'ai le cadeau qu'il vous faut. C'est les kits éducatifs PandaCraft. L'idée de PandaCraft, c'est de dire que les enfants apprennent mieux s'ils pratiquent et s'ils s'amusent, et l'ancienne professeure des écoles que je suis approuve ce message. Alors chez PandaCraft, il y a plusieurs formules et plein de thématiques. Histoire, sciences, nature, art, etc. C'est adapté à différentes tranches d'âge de 3 à 12 ans et conçu avec des spécialistes de ces disciplines et de l'éducation. Le système, c'est un abonnement où pour 9,90 €, vous recevez un kit tous les mois avec des activités manuelles et un magazine éducatif. Moi, j'ai reçu le kit des petits et des grands. Donc sur plein de thématiques possibles différentes et c'est sans engagement. Et si vous-même, vous n'avez pas conçu de descendance, mais que vous souhaitez être le tonton ou la tata cool de Noël, vous pouvez aussi offrir un abonnement de 3, 6 ou 12 mois. Et regardez ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Un kit mythologie! Et dans le magazine, par exemple, il y a tout le bestiaire, les dieux qui sont présentés. Moi, j'aurais vraiment kiffé, enfant. Donc les enfants construisent le jeu de société, ensuite ils y jouent, et ensuite, quand on en a marre, on peut tout recycler, tout leur expliquer pour bien les responsabiliser. Et en plus, ce sont des activités non genrées, et ça, on kiffe. Et dans les prochains thèmes, on aura par exemple les dinosaures, les maisons du monde, il y en a pour tous les goûts. Bref, vous voulez essayer de fabriquer des meilleurs êtres humains que ce que vous êtes vous-même? Eh bien, offrez-leur un abonnement PandaCraft à Noël. Amusez-vous avec vos kids et regardez-les expérimenter. Et dites à vos garçons que le consentement est non négociable. Voilà, cette année, c'est vous qui aurez le titre du meilleur parent bobo. Et le mieux, c'est qu'avec mon code promo HISTOIRE, valable un mois, bon déjà, vous aurez 10% de réduction. Mais surtout, vous aurez aussi soutenu la chaîne. Et bam, vous aussi, vous serez un meilleur humain. Alors, merci à vous et merci à PandaCraft. Vous êtes encore là? Ah mais c'est fini. Alors si vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment dans les super méga motivés. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je l'ai dit tout à l'heure, appuyez sur la cloche.
n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Et si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous êtes dans les méga motivés. Si ça vous dit, on peut se retrouver sur Insta où on est un peu moins nombreux et où on s'amuse avec des stories rigolotes. Et je poste des mèmes à partir de tableaux plutôt marrant, mais surtout je fais une description de ces mêmes tableaux de manière fun et décalée car c'est le leitmotiv de la chaîne, du fun mais en apprenant des trucs. Voilà, et ben comme vous êtes restés jusque là, une petite récompense, encore une petite choré. J'ai que ce mouvement apparemment, ce que j'ai fait la dernière fois. Ok. Merci.